Bonjour à tous les abonnés FK Mon Télévision. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur votre chaîne YouTube. Alors, nous demandons à chaque fois à ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement pour suivre l'information à temps réel. Nous sommes aujourd'hui à la FECO, Association des femmes entrepreneurs du Congo, qui valorise le travail de la femme. AFECO a eu le privilège de réaliser les dessins et les pressions de la nouvelle PEM, campagne dirigée par le FAM, d'organiser les forums Expo, RSE, WEBS et la cérémonie de WEBS Award. Alors, suivez ensemble avec la coordonnatrice Moulanga Betty, qui a parlé aujourd'hui, qui a remis de primes, qui a parlé aux femmes, les différentes femmes. Alors là, nous avons clôturé les forums RSE et WEBS et nous disons que c'est important. Pourquoi? Parce que le WEBS et la RSE priorisent l'autonomisation de la femme. D'abord, c'est-à-dire que nous voulons des entreprises qui tiennent en compte l'égalité de sexe. Donc une entreprise dans laquelle il y a les femmes comme cadres, donc cadres 50-50, et aussi même nous en tant que femmes entrepreneurs. Déjà nous sommes un peu dans le WEBS, mais nous devons travailler sur la RSE parce que la RSE exige certains critères, par exemple la considération des ressources humaines, les droits humains, l'environnement et tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc il est important à l'entreprise d'appliquer ces mesures. Pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, premièrement, on la crée pour soi, sa propre idée. Ensuite, on a les personnels autour, donc les gens autour, il y a l'environnement. Donc, il faudra aussi que tout le monde sente l'impact de la présence de l'entreprise autour. Donc, les personnels, l'environnement et tout ce qui suit. Voilà. Vous pensez que ces principes ont un impact sur la rentabilité des entreprises? Totalement. Parce que quand un personnel est bien motivé, quand on tient compte de la santé de son personnel et on le prend en compte, on tient compte des droits de son personnel et le personnel il est motivé et le travail il va bon train. Donc ça va vraiment, ça va motiver l'équipe, ça va motiver tous les personnels et comme on a expliqué que la responsabilité sociale des entreprises doit d'abord être dans la tête du chef. Donc quand le boss, la boss, le patron, la patronne, le DG comprend ce que c'est que la RSE, en tout cas, c'est une réussite pour l'entreprise. Les grandes entreprises, d'ailleurs, ont signé un acte d'engagement pour continuer dans cette politique, celle qu'ils pratiquent déjà, et pour continuer cette politique-là dans les entreprises. Quel mécanisme avez-vous mis en place pour faire le suivi? On a tout à l'heure même créé un comité de suivi, donc il y a AFECO, il y a le ministère du genre, il y a l'ONU Femmes et puis il y a la FEC. Donc ça veut dire que nous étions à 4 pour créer cette commission de suivi pour qu'on suive vraiment à la lettre la pratique de la RSE et aller vers ces entreprises pour faire le suivi. Madame Betty, vos impressions par rapport à cette première édition de ce forum, le résultat, qu'est-ce que ça vous fait en tant que coordonnatrice? Nous disons merci à Dieu, en tout cas franchement, parce que comme on dit toujours qu'il est le il a permis la réalisation de cette activité. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai primé les dames, l'équipe, projet, c'était pas facile parce qu'on a travaillé sur un court délai et il y avait tellement de défis à relever, mais Dieu nous a fait grâce. Donc pour nous, les résultats, il est vraiment... je ne peux pas compter 10 sur 10, mais en tout cas, vous avez vu les résultats. Nous avons été très contents des résultats et nous continuons. C'est une première édition. L'année prochaine, nous ferons la deuxième parce que nous voulons, là, on a primé 30 entreprises sur la RSE et le WEBS, mais nous voulons aller à plus de 30. Et dans cette fourchette, nous voulons aussi les entreprises des femmes et les entreprises congolaises, les petites entreprises que nous sommes. Nous voulons nous aussi être primés demain dans le WEBS Award. Donc vraiment nos résultats pour les 30 parce que nous avons sensibilisé 100 entreprises et nous avons pu obtenir 30 qui font effectivement de la RSE. Donc la RDC a une meilleure cote déjà. Madame Betty, un message aux autres femmes qui ne se sont pas encore engagées dans ce processus des femmes entrepreneurs pour lesquelles vous avez milité. Ah là, vous me poussez encore à inviter. Donc les adhésions à FECO sont gratuites.
vraiment gratuite à toutes les femmes. Et à FECO, il n'y a pas que les femmes entrepreneurs qui sont qui entreprennent. J'ai dit même les femmes qui ont l'idée d'entreprendre sont les bienvenues à FECO, parce qu'à FECO, nous avons un incubateur que nous appelons Elevator. Cet incubateur plutôt s'occupe de la formation, le coaching et le relèvement du niveau de la femme dans la création d'entreprises. Donc nous invitons les femmes de toutes catégories, parce que chez nous, nous prenons la femme de la base, vraiment. Donc la maman qui a une idée d'entreprendre, celle qui met le pain devant la maison, pour nous, c'est déjà une femme entrepreneur en devenir. Donc, invitation. Je suis particulièrement ravie de cette reconnaissance parce que cela envoie un message à tous les employés en interne que leurs compétences sont reconnues, mais qu'également que le travail que nous faisons, la politique qui est mise en place pour la féminisation des postes et surtout des postes de responsabilité est une réalité. Ma double joie est aussi du fait que lorsque nous voyons une maison de l'extérieur, nous ne savons pas ce qui se passe dedans. Ce tel type d'événement permet de montrer qu'Africell réellement est impliquée et engagée dans la solidarité avec les communautés où elle opère, et également que Africell réellement promeut toutes les femmes. Mesdames les membres du conseil de la FECO, mesdames les présidentes de Bonacef, messieurs et mesdames, chers entrepreneurs, distingués invités. Ce forum est l'occasion de nominer 3 catégories de personnes. 1. Nous allons remettre les brevets aux femmes entrepreneurs bénéficiaires du fonds COPA, financé par le PADEN-PME, dont l'annuaire a été présenté hier. Elles ont suivi avec succès la formation sur le WEPS et sur la responsabilité sociétale des entreprises. Le deuxième prix, nous allons nominer les entreprises qui pratiquent les principes d'autonomisation des femmes. Et au troisième prix, étant donné que ce forum est également un rendez-vous d'affaires par lesquels nous premierons 5 femmes membres d'AFECO qui ont été sélectionnées selon 5 critères. La première est dans l'agro-transformation, elle produit la poudre des baobabs. Pourquoi on l'a sélectionnée? Cette femme est une battante. Elle a tout perdu pendant elle était une très grande femme d'affaires et du coup elle a tout perdu, elle a perdu son école, elle a tout perdu, mais elle n'a pas baissé les bras. Et suite au conseil de notre incubateur, on a vraiment poussé et aujourd'hui elle s'est remise, donc elle se bat petit à petit, nous voulons l'encourager. La deuxième, c'est une vendeuse des légumes au marché Gombari, là où se trouve notre point d'écoute, parce qu'à FECO est dans 2 points d'écoute, donc il y a au marché Gombari et au marché de Kitambo. Elle a suivi les formations à l'incubateur et on peut lui donner un coup de pouce. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. La troisième est une vendeuse aussi au marché de Kitambo, où se trouve notre point d'écoute, la FECO. C'est aussi une battante, elle a besoin de ce petit fonds pour la croissance de sa boutique. La quatrième est une battante qui est venue à FECO toute jeune, sans entreprise, sans activité. Elle était même employée à FECO, mais aujourd'hui c'est une femme entrepreneur, elle évolue dans les services. Et la cinquième, elle est particulièrement différente. On ne la prime pas par rapport à tout ce que j'ai dit, mais elle représente vraiment l'équipe projet, l'équipe qui s'est battue pour la réalisation de cette activité. Et je voudrais qu'au travers son prix, que toute l'équipe se sente fière d'avoir vraiment travaillé malgré la d'accompagner les entreprises qui sont membres de notre incubateur qui s'appelle Elevator. Nous leur remettons le prix REDAF. Et cette année, le prix REDAF est décerné à 5 membres, comme j'ai dit. Dans notre pépinière, elles sont à 50. Je profite directement pour faire la levée de fonds. Donc, vous comprenez, je fais 2 choses. Donc, on remet le prix REDAF aux 5 mamans et j'explique pour la levée de fonds et je laisserai la place à notre modérateur pour bien toucher vos cœurs. Chères entreprises, vous qui venez d'avoir le prix WEPS Award, donc votre premier acte RSE dans cette salle, ce sera de soutenir le projet REDAF et le projet de notre incubateur Elevator. Donc là, j'appelle la première nominée, Madame Marie-Thérèse Tilimbini. On applaudit.
C'est pas beaucoup, mais c'est combien quand même? 2 405 000, c'est ça, francs congolais. Voilà. Donc, pour les trophées des entreprises, je vais en premier lieu appeler Madame Esther, qui représente la ministre du Genre, Madame la secrétaire générale des Genres Famille, à venir pour remettre le prix. Et donc, le premier prix est donc par rapport à tout ce que cette entreprise, donc cette entreprise fait dans le cadre de la RSE, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, pour ses clients, pour les femmes de son entreprise. Nous allons donc appeler ici la Robank à venir prendre son premier prix, s'il vous plaît, représenté par Madame Anita. S'il vous plaît. Savoir quelles mesures avez-vous mises en place pour pouvoir protéger les personnes qui accusent ceux qui sont plus puissants ou plus forts qu'eux? Et la suivante, est-ce qu'on peut parler des corruptions devant un employé à qui vous payez un salaire de misère? Je donne l'exemple de moi-même. J'ai une domestique à la maison, une bonne. Par rapport à mes moyens, je ne peux que lui payer 80 $ de mois. Mais c'est elle qui prépare la nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange. Moi, je n'ai que deux enfants à la maison, les autres ont déjà grandi, ont quitté la maison. Mais elle prépare le foufou d'une quantité, une grande quantité, parce qu'elle sait que les enfants vont manger. Une petite quantité et les 3-4 boules qui vont rester, elle met dans son sac, elle part avec. Chez moi, c'est un manque à gagner, parce que la provision n'atteint pas la fin du mois. C'est comme si on mangeait pour des familles. Mais en même temps, je n'ai pas aussi le courage. Pourquoi? Parce que je lui paye que 80 $. C'est une mère de famille. Elle a des enfants, elle paye la maison. Elle a sa propre vie à prendre en charge. Elle reste chez moi du matin à 16h ou 17h. Donc elle s'arrange pour se nourrir dans ma cuisine et nourrir aussi sa famille. Alors, quel est le courage que j'ai? Je peux bien donner, je peux bien parler. Elle ne vole pas dans les congélateurs, elle vole dans la marmite. Elle se prépare, elle s'arrange pour préparer une grande quantité pour que ceux qui restent là, moi je dis, ce foufou c'est inutile, et elle apporte chez elle. Donc, quelque part, je n'ai pas de courage. La sanction, à ce moment-là, quelle est la place de la sanction? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Merci pour la question. On va passer à une autre question. Qui comprennent en fait les systèmes éducatifs et qui font en sorte que de nos jours, les étudiants n'arrivent plus à étudier parce qu'ils savent qu'à la fin de l'année, on va demander un peu d'argent, soit carrément, on va me demander l'argent de syllabus. Donc pour ces cas de corruption qui est vraiment répandu dans toutes ces universités, quel mécanisme avez-vous mis en place? Parce que j'ai vu récemment qu'on a dit que le syllabus ne sera plus en vente. Malheureusement, jusqu'à présent, ils ont changé de système, ils en vendent toujours. Et ça devient tellement pénible pour vous. Alors, ma question est la suivante. Quel mécanisme mettez-vous au sein des universités pour lutter contre tous ces phénomènes-là? Merci. J'ai vu quelqu'un d'autre derrière, tu peux aller avec le micro, tu peux le passer. On va prendre 3 questions, je pense que ça sera tout. Et on va rapidement passer à la remise. On va savoir. Bonjour. Voilà. Déjà, je voudrais demander le fait que je suis argentinien. Ma question, en fait, s'adresse à la coordonnatrice adjointe aussi. J'aimerais savoir, parce que moi, en étant personnel IPM, je sais exactement comment nos systèmes, nos mesures d'anticorruption marchent. Mais j'avais une question plutôt pour ce qui est de la corruption au milieu, en ce qui concerne la gestion de l'État.
Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez encouragé à dénoncer, par exemple. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez des personnes, j'aimerais avoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui pensent qu'aujourd'hui, lorsque l'on dénonce, par exemple, les autorités publiques, généralement, on garde ces dénonciations-là pour plus tard en faire une arme lorsqu'il faut faire tomber une tête ou une autre tête, parce que il faut qu'on se le dise, la politique c'est un jeu. Et, lorsque moi je dénonce aujourd'hui par exemple une personne qui est à l'opposition pour un cas de corruption, plus tard les personnes qui sont au pouvoir pourront l'utiliser, on va dire, une année ou 2 ans après, alors que moi-même, la personne qui a été victime, je l'ai oublié, mais on l'utilise, on met ces cas-là pour faire tomber cette personne-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces cas de figure-là? Merci. Merci. La dernière question. Quelles sont les solutions pour éradiquer la corruption? Sont-elles d'abord cartographier les risques, avoir une approche exhaustive? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez répéter votre question? Ma question est celle-ci. Quelles sont les solutions pour éradiquer la corruption? Sont-elles d'abord cartographier les risques, en premier lieu, ou soit avoir une approche exhaustive? Donc, comment vous expliquez cela? Merci. Merci, on va laisser à notre panéliste de répondre. Voilà. Et vraiment, il y a lieu d'encourager. Il y a lieu d'encourager le succès des entrepreneurs, nos structures respectives, plutôt à placer, à implémenter, en fait, je voulais dire, des dispositifs anti-corruption au sein de vos entreprises. C'est très important. C'est très important. J'aimerais aussi encourager à la culture de la dénonciation. Nous devons dénoncer la corruption. Il faut dénoncer. Quand je suis entrée, les dames étaient en train de dire non, les dames, ils n'ont pas le courage d'oser. Voilà. Les termes qu'on aime utiliser, la femme doit apprendre à oser, oser. Même pour le fait des corruptions. J'étais quelque part, quelqu'un disait, ah, j'étais victime d'harcèlement sexuel, je ne peux pas dénoncer parce que c'est travail et pour moi, je ne gagne pas. Je lui ai dit, mais tu es mort, là, tu ne vis pas. Il faut dénoncer et abandonner le travail. C'est l'effort que nous devons faire. Il faut dénoncer et abandonner le travail. Parce que là, vous êtes mort. Cet argent ne vous servira à rien. Vous êtes mort. Vous continuez à vivre avec de bourreaux qui vous ont fait du mal. Donc la souffrance que vous avez, elle est plus que ce que lui aurait subi s'il serait en prison. Donc j'encourage donc les structures, les entrepreneurs à placer des dispositifs anti-corruption. Face aux tracasseries administratives et judiciaires, s'il vous plaît, dénoncez. Ne vous découragez pas pour dire on ne fera rien. Non, dénoncez. L'étape qui suit, c'est autre chose si on ne fait rien. Mais commencez d'abord à faire ce pas, dénoncer, s'il vous plaît. Dénoncer. Une autre chose que je peux dire face à la gestion, c'est que on encourage la numérisation et la digitalisation. Comme on l'a dit, Mabokoban, on doit un peu abandonner ça. Les procédures dans le fonctionnement doivent au fait s'adapter à l'évolution de la société. Aujourd'hui, nous avons un code numérique qui emmène de nouvelles infractions qui n'existaient pas hier. Ça signifie qu'aujourd'hui, sur fond de données que je reçois par les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs criminalisés, vous pouvez être poursuivis. Voilà. Donc, nous encourageons dans vos structures d'aller avec l'évolution de la société vers cette culture de numérisation et aussi inviter au fait à vous approprier de la lutte contre la corruption et de tous les instruments qui sont mis à notre disposition, notamment la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Très bien. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. On va prendre quelques questions, 2-3 questions, et c'est important. À chaque État parti de mettre en place une ou plusieurs structures de lutte contre la corruption. Alors, comme vous pouvez le savoir, vous le savez déjà, disons, lorsque le premier citoyen, le président de la République, est arrivé au pouvoir, il a pris la lutte contre la corruption et l'a placé comme son cheval de bataille. Et il l'a concrétisé au fait en créant l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, mais également
en redynamisant les structures qui existaient déjà, qui luttent contre la corruption ou qui concourent à la lutte contre la corruption. Et aussi, j'aimerais souligner que l'ordonnance qui crée l'agence de prévention et de lutte contre la corruption nous fait les devoirs, pour ne pas parler de l'obligation, de nous associer au fait de travailler en collaboration, non seulement avec toutes les structures qui existent déjà, qui luttent ou concourent contre la corruption, mais de travailler avec la société civile et les secteurs privés. Parce que, j'ouvre une parenthèse pour dire, on a tendance à croire qu'il y a de corruption vers le public. Mais chez les privés aussi, il y a la corruption. Et même les organisations de la société civile. Et lorsque nous avons commencé, nous avons fait en fait un diagnostic. Nous nous sommes rendus compte qu'on n'avait pas une arme pour lutter contre la corruption. La corruption, elle se manifeste. Lorsque vous sortez d'ici, il suffit de sortir ici, déjà à la porte, vous avez des gardes qui vous demandent quelque chose. Pour quel travail? Lorsque vous allez en rentrant chez vous, vous trouverez des polices commis pour la circulation routière, qui vous arrêtent à tort ou à raison. Mais comment finissent? Quand j'entrais, je crois qu'il y avait le dame panéliste qui parlait, je refuse de donner. Et je veux que quelle que soit l'infraction qui a été constatée à ma charge, qu'on m'amène là où il faut. Je suis prêt à payer, même si c'est au plus payant, mais je veux payer cette amende au trésor, je peux dire. Parce qu'elle exigeait qu'on puisse payer l'amende à la banque au lieu de la payer dans la poche du policier. La corruption, elle est là. Dans les secteurs où nous travaillons, la corruption, elle est là, elle se manifeste. Alors, nous sommes partis secteur par secteur, politique, médial, juridique. Nous avons fait un diagnostic pour relever ce qu'on appelle la manifestation de la corruption. Même à la maison, il y a la manifestation de la corruption. Parce qu'un enfant qui agit mal et qui refuse d'avouer qu'il a agi mal commet déjà une forme de corruption. Un parent qui sort de la maison et qui rentre avec le fruit de la corruption intoxique l'enfant de la corruption. Il ne sera pas dérangé demain de voir cet enfant ne pas être un citoyen intègre comme lui. Donc la manifestation de la corruption que nous voyons seulement dans les secteurs publics se manifeste aussi au quotidien, même chez nous à la maison. Donc j'ouvre une parenthèse pour dire, ici nous sommes venus pour qu'elles devraient faire les entreprises. Quelles sont les entreprises pour lutter contre la corruption? Moi j'aimerais dire que la corruption est là. La corruption est là même chez nous à la maison. Donc il n'y a pas que le secteur public, il n'y a pas que le secteur privé, il n'y a pas que la société civile, même en famille, nous devons lutter contre la corruption. Si vous permettez, je vais vous lire un verset de la Bible. Même si nous ne sommes pas à l'église, vous me permettrez, je lis dans Matthieu. Je vais lire Matthieu le chapitre 28. Quelqu'un dira, on commence à prêcher. Oui. Vous saurez pourquoi je l'ai lu. Donc je suis dans Matthieu 28 et je suis au verset 12. Je vais lire. C'est si après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Au verset 15, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions que leur firent donner. Plutôt, et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Pourquoi j'ai lu ces versets? Ces versets démontrent que même à l'époque de Jésus, un homme saint, un homme puissant, avec tout pouvoir, la corruption existait. La corruption est aussi vieille que le monde. La corruption est aussi vieille que la RDC. J'ouvre cette parenthèse pour dire, parce qu'elle est vieille, ça veut dire qu'elle a des racines. Et pour lutter contre elle, il n'y a pas que l'ABC, il n'y a pas que l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, il n'y a pas que l'IGF, il n'y a pas que la CNRF, il n'y a pas que les structures de l'État. Elle demande l'implication de nous tous, même en famille. Donc, contrairement à ce que nous nous sommes dit, nous venons voir, étudier ou apprendre, échanger sur comment les entreprises peuvent lutter. Je suis tout à fait d'accord avec ça,
mais je voudrais seulement souligner que la lutte contre la corruption est l'affaire de tout le monde. Et ici, je voudrais, s'il vous plaît, solliciter l'implication de vous tous à la lutte contre la corruption. Pourquoi? La corruption est un mal géant. Ici, vous avez vu, on a donné de l'argent en secret. Mais la nouvelle s'est répandue. La corruption se fait dans le noir, mais les effets de la corruption au grand jour. Vous et moi, nous subissons les effets de la corruption. Donc, j'aimerais ici rappeler et dire que la corruption est un mal. Et ça doit résonner. La corruption est un mal. La corruption est un fléau. Ensemble, nous devons la combattre. Mutualisons les efforts pour combattre. N'attendez pas que l'État. Vous avez votre part à faire et nous avons notre part à faire. Mutualisons pour lutter contre la corruption. J'aimerais ouvrir une parenthèse, peut-être que vous pourrez attendre que je vous donne une définition de la corruption. Je pense que j'ai de grandes dames et j'ai de grands hommes ici qui savent lire. Vous pourrez lire, il y a vraiment des littératures, il y a des éléments de compréhension pour comprendre la corruption. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais vous donner une petite définition de la corruption. Pour moi, je dirais, la définition que je veux partager avec vous, c'est que je me dis que la corruption est juste une violation de l'intégrité. La corruption est une violation de l'intégrité. Et qu'est-ce que j'entends par l'intégrité? L'intégrité, je le prends au sens de résultat de l'application de valeurs, de principes, de normes auxquelles nous faisons face dans notre vie quotidienne. Donc, ça peut être en famille, ça peut être là où je travaille, ça peut être à l'église, ça peut être partout où je me retrouve. Donc, dès que je suis devant un dilemme d'intégrité, que je ne réussis pas, ça veut dire qu'il y a un problème avec la corruption. Une autre parenthèse que j'aimerais ouvrir. L'intégrité, je dis corruption égale violation de l'intégrité. L'intégrité, c'est une valeur intrinsèque. L'intégrité, nous l'avons en nous. Voilà pourquoi je soulignais qu'il faut commencer en famille, ne pas attendre l'État. Parce que si cette personne en famille n'a pas eu les valeurs qu'il faut, et quand il vient travailler, c'est vrai, il y a des codes d'éthique, il y a des procédures, il y a des normes établies pour un fonctionnement dans une société, dans une structure. Mais cette personne qui, en lui, n'a pas ces valeurs, aura difficile et sera sujet à violer les procédures ou les normes établies. Et c'est important. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse que nous avons vu ça. Et nous nous sommes dit qu'il faut vraiment travailler pour attaquer. Même si on dit vous allez commencer par vous. Nous commençons quelque part. Parce qu'il y a 2 jours, il y a 3 jours, nous tous quand nous nous rassemblons, nous disons que nous voulons léguer un Congo bon et nouveau aux générations futures. Comment il faut léguer ces Congos-là? C'est en commençant à l'école. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit avec nos partenaires. Il faut sauver les Congos de demain. Comment sauver le Congo de demain? Parce que les petits là, ou la petite qui va déjà à la maternelle, quand il revient à la maison, fait une confrontation. Tout ce que la madame a dit est parole d'évangile. Ça veut dire que c'est à cet âge-là qu'il faut profiter pour déjà former un citoyen ou une citoyenne avec 2 valeurs. D'où il faut déjà lui parler de la corruption et de l'effet de la corruption de le bas âge. Ils ne sont pas tout petits parce que vous remarquez, même quand vous allez dans les sorties, l'église, ils jouent, ils dérangent. Mais quand ils rentrent à la maison, ils répètent tout ce qu'on a fait. Exactement. Alors ça doit tirer la sonnette d'alarme. Et nous nous sommes dit qu'il faut saisir l'occasion. Nous nous sommes réunis avec nos partenaires. Nous avons mis des modules en place. Il y a déjà 3 écoles pilotes qui se sont prononcées pour déjà en septembre ici donner à nos enfants une notion de corruption, leur démontrer les méfaits et les luttes. Parce que même en maternelle, quand la madame dit amenez-moi le fruit, c'est un fruit. Mais madame dit il faut en amener 5. Qui va prendre 5? Qui va prendre les autres 5? Parce que l'enfant peut ne pas être à mesure de prendre les 5 fruits. Donc quand on vient avec le fruit, madame se sert, madame la maîtresse prend 2 fruits ou 3 et il laisse les autres à l'enfant. L'enfant qui amène un seul fruit, madame dira non, on va dire à maman de ne pas amener tel fruit. C'est une forme de corruption. Donc là, l'enfant doit déjà savoir, et le voisin de l'enfant doit savoir que pour que je dois au fruit qui appartient à mon collègue, je dois demander. Et madame doit demander, parce que le madame prend de l'autorité compte tenu de l'autorité en fait, qu'ils ont sur le tout petit. C'est une forme de corruption. Donc, nous nous sommes dit avec nos partenaires tels que l'UNESCO,
le ministère de tutelle, l'EPSP, qu'il est temps de faire 2 modules de lutte contre la corruption. C'est vrai que nous avons des cours de civisme, mais il faut voir dans quelle mesure donner ces notions de lutte contre la corruption à notre cursus éducationnel. Donc nous sommes en train de nous préparer pour mettre ces modules à la disposition de l'enseignement. Nos enfants pourront avoir la maternelle, la primaire et l'université déjà de modules sur la corruption et espérer lutter contre la corruption. Quelque chose d'autre qu'on a pu relever dans la stratégie nationale, je crois que j'ai parlé de la stratégie nationale, j'avais dit qu'on a relevé, on a diagnostiqué les manifestations de la corruption, mais on ne s'est pas arrêté là. Aux côtés de ces manifestations de la corruption, nous avons relevé les stratégies. Stratégie, ça veut dire quoi? C'est seulement des actions qu'il faut mettre en œuvre pour contrer la perpétration de ces manifestations-là. Selon que nous nous trouvons à la banque, nous nous trouvons à la FEC, selon que nous nous trouvons à Vodacom, selon que nous nous trouvons à la fonction publique. Donc voilà. J'aimerais aussi dire quelque chose que nous avons relevé, parce que dans le diagnostic que nous avons fait, nous avons trouvé que pour lutter efficacement contre la corruption, il faut absolument améliorer l'arsenal juridique, l'arsenal légal et institutionnel. C'est vrai, le code pénal définit la corruption, mais nous nous sommes dit en réfléchissant qu'il faut alourdir les peines de corruption. Elles nous paraissent dérisoires, telles que présentées aujourd'hui par le code pénal. Voilà pourquoi nous, l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, nous sommes en train de militer pour une loi spéciale anticorruption. Et nous avons déjà un avant-projet de loi qui apporte comme innovation, premièrement, c'est qu'on puisse poursuivre l'auteur de corruption ou infraction assimilée sans tenir compte de sa qualité. Ça veut dire quoi? Que la qualité de celui qui a commis l'infraction de corruption et fait assimilé ne puisse pas jouer. Et comme ça, tout celui qui sera coupable sera poursuivi au même titre que tout le monde. Donc là, on me dirait, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable parce que ça se fait déjà en matière de violence sexuelle, où la qualité de l'auteur du viol ne joue pas. Il est poursuivi comme tout le monde, comme tout citoyen qui viole la loi. La deuxième innovation, c'est que nous voulons carrément, moi je suis de ceux qui militent pour que cette infraction de corruption devienne carrément imprescriptible. Les juristes savent que le législateur met un délai de prescription en ayant lequel, si ce délai-là est dépassé, on ne peut plus poursuivre la personne. Mais l'infraction de corruption est une infraction qui tue et les hommes, et la société, et le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens mutualisent les efforts. C'est comme ça qu'on voit que des États se mutualisent. J'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, on est dépassé de lutter contre la corruption en vase clos. C'est dépassé. Parce qu'on n'aura pas de résultats. Je vous ai démontré qu'il est aussi ancien que nous. Donc nous devons mutualiser. J'invite ici tout le monde à l'ouverture. Mutualisons les efforts. Parce qu'ensemble, nous aurons un bon résultat que nous ne pouvons pas avoir quand nous sommes seuls. Donc je disais que l'innovation que va apporter cette loi anticorruption, c'est que les humilités vont tomber. Les humilités tombent. Les privilèges des juridictions, les privilèges de poursuite vont tomber. Et comme ça, celui qui enfreint ou qui commet la corruption au détriment de la société subira la rigueur de la loi. Nous sommes pour, nous, agence de lutte contre la corruption, agence de prévention de lutte contre la corruption, pour qu'on alourdisse le peine contre les auteurs de corruption. Et là, nous pensons pouvoir avoir la collaboration de tous et surtout du secteur judiciaire pour y arriver. J'ai peut-être été abondant, mais j'aimerais ajouter un élément, s'il vous plaît. J'ai dit que nous sommes saisis par tout moyen de droit, je peux dire. Un individu peut nous saisir, il peut dénoncer anonymement, tout comme il peut dénoncer en s'identifiant. Et pour ça, nous, à PLC, nous avons déjà, quand vous tapez www.appelsin.cd, vous aurez accès à un formulaire qui vous donne de dénoncer où que vous trouviez en République démocratique du Congo ou ailleurs de faits de corruption. Parce que je dis que avec les alertes, nous saisissons aussi. Donc c'est important que les gens sachent. Mais sinon, pour nous atteindre, si vous pouvez vous déplacer, nous sommes disponibles parce que nous sommes là pour avoir aussi les informations de part de la population et des autres. Nous sommes sur Concession Gilf, l'avenue Bassouki,
je pense au numéro 14. Donc quand vous arrivez là-bas, tous les courriers où vous avez besoin de rencontrer les autorités de l'APC, nous sommes là disposés à vous recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas compliqué. C'est vers, juste quand vous êtes sur le palais de Marc, vous piquez en allant vers le bas, Miza village, nous sommes au Galiema village, je crois. Vous aurez une avenue Basuki, c'est l'avenue d'un général, et il y a une grande concession. Nous sommes établis là, nos sièges sont là. Vous pouvez aisément nous atteindre pour une audience ou pour dénoncer le fait de corruption. Voilà, donc. Elles sont pas appliquées à le ressenti de la maîtrise, eh bien, je suis convaincu, et je pense que c'est l'Assemblée aussi, convaincu que votre profil n'est pas un fait des hasards, vous avez la maîtrise de la chose, et vous êtes la référence, c'est vraiment ce genre de qualité et les femmes que nous souhaitons pour les 5 années à venir en République démocratique. Donc, je vous applaudis avec force, s'il vous plaît. La méritocratie, c'est important. C'est important. Madame Béni, Laure Kafoumi-Sikou, je tiens à rappeler que vous êtes cordon adjoint de l'agence de lutte contre la corruption. Eh bien, la question que j'adresserai tout de suite maintenant à Madame Lise Moualouké, qui est du Regional Manager ITM, International Training and Motivation, qui font les entreprises pour lutter contre la corruption. C'est la question qui vous est adressée. Nous vous écoutons, Madame Lise. Merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par remercier aussi les organisateurs pour le choix porté sur notre structure. Avant de répondre, permettez-moi de faire une brève présentation de notre structure pour que tout le monde comprenne aussi pourquoi notre modèle va vous être présenté aujourd'hui. ITM, en fait, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est solutions en gestion de ressources humaines. Donc, nous avons cité le recrutement, la formation professionnelle et aussi le placement, ce qu'on appelle communément la sous-traitance. C'est un secteur qui est soumis à beaucoup de tentatives de corruption, parce que nous savons que le taux de chômage est tellement élevé que les demandeurs d'emploi sont prêts à tout pour avoir leur CV mis en priorité. Donc, nous sommes face à ce type de corruption, et une autre type de corruption, c'est que nous cherchons les marchés. Nous avons besoin d'avoir des marchés pour placer le personnel. Nous vivons de cela et nous sommes souvent en face des cas de corruption. Donc on nous propose des rétrocommissions ou autres pour que nous ayons accès au marché. Voilà un peu. Maintenant, pour répondre à votre question, au sein de ITM, ce que nous avons fait pour lutter contre la corruption, déjà nous avons voulu que tout le personnel, en parlant de personnel, nous avons le personnel interne administratif et aussi ceux qui sont placés auprès des entreprises utilisatrices. Ce qui fait que pour la région Kinshasa, nous avons plus de 1000 agents qui sont gérés. Et sur la RDC, plus de 3000. Et nous devons veiller sur l'intégrité de tous ces agents-là. Nous avons voulu que tout le personnel comprenne qu'il ne s'agit pas de la théorie. On a voulu que ce soit de la pratique. Si vous regardez autour de nous, vous allez voir directement que nous avons des assureurs, des banques et tout ça. Comment est-ce que nous le remarquons? C'est en regardant. Alors, ce que nous avons fait en premier, c'est que nous avons affiché les valeurs. Quand vous venez chez nous, que ce soit à l'accueil ou dans la salle de formation, nos valeurs sont affichées. Et quelles sont les valeurs de l'ITM? C'est la qualité, l'intégrité et la loyauté. Et nous sommes intransigeants. Dès l'entrée, dès le départ, que ce soit le personnel, comme je disais, nous qui gérons et ceux qui sont placés au niveau des entreprises utilisatrices, ça c'est le mot d'ordre. En arrivant, tout le monde doit être au courant de ces valeurs-là. Pour l'étape de la prévention de la fraude, comme je disais, on joue sur l'image. On affiche pour que tout le monde dise pour que personne ne vienne dire que je n'avais pas appris. En plus de l'affichage de nos valeurs, nous avons aussi affiché la politique d'anticorruption. Nous avons exprimé, comme si on expliquait à des enfants, qu'est-ce qu'on entend par corruption, pour que personne ne vienne dire que je ne savais pas. Quels sont les actes qui sont assimilés à la corruption? C'est affiché. Nous faisons signer de l'entrée à tout le personnel une politique anticorruption et aussi un code éthique.
Ça, c'est signé par tous, même ceux, qui sont placés. Et aussi, nous jouons sur l'exemplarité. Nous organisons des formations périodiques sur la lutte contre la corruption et c'est les directeurs qui les dispensent. Là, chez IDM, nous avons un comité de direction au niveau de la holding et ensuite nous avons des sociétés. Les directeurs sont appelés à dispenser ces formations-là. Comme ça, comme on dit, c'est lui qui enseigne apprend deux fois. Déjà à l'entrée, tout le monde sait que quand c'est le DG, quand c'est le directeur financier ou RH qui dispense, il est censé être exemplaire lui-même. Ça, c'est aussi une des manières pour nous de lutter contre la corruption. Et aussi, nous avons placé dans les installations sanitaires des boîtes à suggestions. Pourquoi les installations sanitaires? Parce qu'on sait que là-bas, il n'y a pas de caméra. Personne ne saura que c'est Madame X ou Monsieur X qui est passé. Et ces boîtes sont fermées et qui a les clés, c'est lui-même, en passant, notre chairman, c'est un Congolais, c'est une personne qui est très à cheval sur la corruption, c'est vraiment tolérance zéro. Les boîtes à suggestions sont placées. Et nous communiquons à tous. Il faut remonter les cas de corruption. Tout le monde est appelé à remonter. Si vous pensez que votre écriture va être détectée, vous pouvez même imprimer à l'extérieur. Dès que vous passez par là, vous mettez. Donc nous encourageons la dénonciation. Nous encourageons tout le personnel à dénoncer la corruption. Et on sait que même les directeurs au niveau de la holding n'ont pas accès à cette boîte-là. Ça baisse un peu le taux de peur pour dire que si je parle, je sais que derrière, il n'y aura pas de poursuite. Je sais que mon chef, je peux dénoncer un acte de corruption de mon chef, il n'y aura pas de poursuite sur moi. Autre chose, par exemple, pour les agents qui sont affectés à la caisse, parce que dans le même groupe, nous avons aussi une société de messagerie financière, une banque. Nous avons placé des caméras. Donc l'agent sait qu'il y a la caméra. Si, par exemple, j'accepte un pouvoir, c'est interdit, ou autre, on me voit. Et c'est visualisé périodiquement par tous les dirigeants. Et du côté de la répression, de la fraude, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place des sanctions positives et négatives. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on tape sur le corrupteur, et il faudrait aussi que tous ceux qui sont exemplaires soient primés. C'est ce que nous avons mis en place chez nous. Ça se fait de manière trimestrielle, c'est que les meilleurs agents sont primés. Et quand on parle de meilleurs agents, on ne parle pas que des résultats, ceux qui ont atteint les objectifs, mais c'est aussi ceux qui ont été exemplaires, sur lesquels on n'a jamais eu des suspicions de remontée de cas de fraude et ils sont primés meilleurs agents. Vraiment, pour résumer, ça a vraiment été le résumé des résumés de la manière dont, chez nous, nous luttons contre la corruption. Merci beaucoup. Je vous prie d'applaudir bien fort pour Madame la ministre. De l'ITM, Regional Manager. Eh bien, on a suivi toutes les interventions. Je laisse carte libre aux participants et participantes de poser des questions. En ordre public, je vais devoir faire circuler les micros. Pour ceux qui auront des questions, il est important parce que la corruption reste ce mot qui gangrène et qui met en mal les développements de la République démocratique du Congo. Il y a 2 ans qu'aujourd'hui l'agence de lutte contre la corruption existe, mais c'est un travail de fond qui se fait tout en sachant que la République démocratique du Congo, ici chez nous, tout est prioritaire. Quel secteur on y met de l'énergie, par quoi on commence. Je pense que tout à l'heure, cela a été énuméré par Mme Béni Laure Kamouzikou, qui est compétente adjointe de l'agence de lutte contre la corruption. Vos questions, nous attendons, et bien n'hésitez pas à poser des questions. Si vous êtes très à l'aise, où vous êtes, et vous pouvez adresser vos questions, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, on va demander quelque chose, madame. Allez-y, n'hésitez pas. On ne sent pas les gars. Vous me permettez, je vais donner un petit mot, j'adhère totalement à tous les mécanismes. Je suis vice-présidente nationale de la Fédération scientifique du Congo, en charge de la commission nationale femmes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, petites et moyennes entreprises et secteur télécom. Alors, ma passion, d'abord,
d'abord, c'est la formation. Ma passion, c'est l'encadrement de la femme. Ma prochaine vision, c'est d'autonomiser la femme. Par rapport à l'événement, j'encourage vivement Madame Betty Moulanga de la FECO et les partenaires qui l'ont accompagnée. Pourquoi je l'encourage? Parce que je connais Madame Betty Moulanga à ses débuts, jeune, elle s'est beaucoup battue, c'est une femme battante. Aujourd'hui, elle est la preuve c'est le résultat, je peux dire, de sa bataille. Donc il a commencé à se battre longtemps, donc tout ce qu'il dit, c'est sa vie. Elle a voulu être cette femme-là. Aujourd'hui, elle avance et donc elle voudrait accompagner les autres femmes à atteindre ces niveaux. Donc ça, c'est vraiment ma satisfaction parce que je l'ai vu commencer. Ma deuxième satisfaction, c'est par rapport au thème RSE. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est vrai, nous visons tous la réalisation des bénéfices. Nous regardons beaucoup plus nos intérêts. Nous oublions qu'une entreprise est faite d'hommes. C'est des hommes qui font que l'entreprise, des hommes et femmes qui font que l'entreprise réussisse. Et donc le thème m'a beaucoup encouragée. Moi-même, en tant qu'encadreur et accompagnatrice des femmes entrepreneurs, ayant aussi un incubateur à la Commission nationale des femmes entrepreneurs, j'ai beaucoup aimé les débats. Aussi les débats contre la corruption, ça doit nous interpeller tous, parce que si nous voulons que les pays avancent, nous devons mettre la main à la pâte. Nous ne devons pas regarder seulement le gouvernement à l'élection du Cameroun. Ils sont plutôt à la Cameroun et tout ça là ensemble. Donc voilà, je suis vraiment, je pars, j'avais un rendez-vous, mais je retardais, parce que je voulais voir la fin et je suis très contente. Voilà mon impression. Okay, merci beaucoup, Madame Elia. Oui. Des femmes compétentes et qui font la fierté de l'ITM aussi et de la Merci. Que nous avons aujourd'hui un prix qui vient quand même d'une grande organisation qui est les Nations Unies. Et nous disons merci parce qu'en fait ça fait partie de notre engagement social. Nous sommes engagés à respecter, bien sûr, à prendre des choses, sinon à être responsables dans notre société par nous opérons. Et bon voilà, merci, content et nous continuons à opérer comme on l'a toujours fait, pour bien sûr accompagner le Congolais dans le développement social. Votre nom? Madame Rodiane, et votre... je suis responsable de la Fondation Rodiane. Merci madame. Touti na forum dénommé RSE Webs. Forum Nabiso, RSE Webs wana donc responsabilité sociétale des entreprises dans les gars là dont on lui colobaceur. ROSALI, entreprise, chef d'entreprise, pour engager Batou, mais il faudrait penser à un développement durable. Hein? C'est-à-dire que le développement durable, de façon que Batou va profiter de l'entreprise. Ils allaient bénéficier, les travailleurs, l'environnement, il faut penser à bien-être employé, problème de santé, problème de salaire. Et puis, pour impacter l'environnement, ndeni koloba kotombola et si quand je pense bon voilà donc les gars les a compliqués mais voilà donc c'est ça tous avons besoin de kotombola toliba misala nabiso et tomama yangwana lelo forum nabiso ezalaki na but misato topesi Webs Award topesi prix pe trophée na ba entreprise ya minene ya biso ya Congo tomoni ba CFAO ba Canal Plus ba entreprise ebele tolandi wana topesi pe ba brevet na ba maman na biso bazaki financé na Copa bazaki pe formation ya RSE na Webs topesi bango brevet pour na kotinda bango pe basala engagement wana ya komema ba entreprise bango na processus ya Webs na RSE et puis topesi pe trophée ya REDAF 2023 na 5 membres ya AFECO parce que des alliés vraiment trophée interne ya AFECO topesi rapport na kotombola misala ya ba maman parce que slogan na biso ya AFECO ezali promouvoir le travail de la femme pour biso ba maman nde tosimbi Congo voilà.